te bénisse, bien-aimé. En tout cas, nous savons que ce soir, évidemment, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est avec nous et il t'a choisi comme voix autorisée pour nous parler de ce sujet. Et nous croyons que de très grandes choses, en tout cas, très utiles pour la vie de nos familles, pour la vie de nos enfants, pour nous-mêmes, pour l'harmonie, effectivement, donc de nos cellules familiales. Donc, le Seigneur passera par toi, effectivement, pour attirer notre attention sur certaines ruses de l'ennemi. Alors, en tout cas, avant que je puisse poser ma première question, je voudrais juste rappeler que le temps est très limité et pour rendre dynamique effectivement donc notre atelier, je voulais juste nous informer que nous avons choisi le format de l'interview. Donc, le modérateur que je suis posera des questions donc à notre orateur, notre intervenant, le frère Emmanuel, et progressivement, donc, on va rentrer, n'est-ce pas, donc, dans le thème qui nous réunit ce soir. Évidemment, vous avez des questions à poser, et donc, ce qu'on fera pour toujours rester efficace, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat donc, de la réunion Zoom. Et notre bien-aimé frère Cyril, donc, qui est là présentement, se chargera de modérer effectivement les questions et, n'est-ce pas, donc, aura la latitude effectivement donc, de les poser à l'orateur, donc en fonction de l'évolution de la présentation. Voilà, donc ceci étant, nous allons très rapidement donc passer à la première question. Bien-aimé frère Emmanuel, j'ai Oui. envie de dire docteur Konakou. Merci. C'est ça, voilà. Non, mais en la matière, effectivement, donc tu es vraiment un petit peu autorité. Alors, j'ai une première question. Alors, j'aurais bien voulu poser la question à tout le monde, hein. Qu'est-ce qu'on entend par le terme surexposition aux écrans? Qu'est-ce qu'on entend par le terme jeunes enfants? Mais à cause du temps, comme je le répète à nouveau, on va aller directement vers vous, cher bien-aimé Emmanuel. Donc, qu'entend-on exactement par surexposition? Donc, je crois que quand on préparait la réunion, vous souhaitiez, bien aimé, donc Emmanuel, poser le cadre, hein, n'est-ce pas? Donc, les bases donc, de notre thème. Donc, je vous avais la parole. Voilà. Merci, mon frère David, pour cette introduction. Comme vous l'avez dit, la surexposition aux écrans, qu'est-ce que c'est? Mais nous sommes devant Dieu et nous ne pouvons pas commencer cet atelier sans faire référence à notre livre, à notre code de vie. Je m'en vais lire rapidement dans Osée, chapitre 4, verset 6, partie A, qui dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous nous sommes réunis ici ce soir justement pour chercher de la connaissance. Et je ne suis pas un connaisseur, je suis un canal. Et ce soir, nous voulons tout simplement, parents que nous sommes, écouter la voix de Dieu pour nous instruire et sur la base de l'écriture et voir ce que nous pouvons tirer de cet atelier-là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, l'intelligence et notre connaissance ici que nous venons chercher ce soir, c'est justement pour fonder la base de nos familles. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Nous vivons un moment crucial où le monde est digitalisé. On est dans la systématisation numérique. Et si nous ne cherchons pas la connaissance, nous serons dépassés par les événements, et nous et les enfants. Alors, pour revenir rapidement dans la question, je m'en vais quand même lire cette déclaration de Grunland en Allemagne sur l'éducation aux médias. Cela date de 1982 où il est écrit: l'école et la famille partagent la responsabilité de préparer les jeunes à vivre dans un monde dominé par les images, les mots et les sons. L'éducation aux médias sera plus efficace si les parents, les maîtres, le personnel des médias et les responsables de décision reconnaissent qu'ils ont tous un rôle à jouer pour favoriser l'émergence d'une conscience
critique plus aiguë des auditeurs, des spectateurs et des lecteurs. Cette déclaration a été prise depuis 1982. C'est depuis 1982 que l'éducation aux médias et à l'information est rentrée dans les mœurs. Malheureusement, pour plusieurs pays, pour plusieurs familles, nous ne savons pas de quoi il est question. Donc, pour dire à l'assistance aujourd'hui que si nous nous sommes réunis ici, c'est que nous avons des éléments qui soutiennent notre activité et nous voulons à partir de là tirer quelques leçons pour l'ensemble. Revenons maintenant à la question du concept de la surexposition. Quand on parle de surexposition, il faut entendre deux éléments, l'exposition et la surexposition. C'est quoi finalement l'exposition aux écrans? On entend par exposition aux écrans la consommation normale, régulière des écrans, soit par les enfants, soit par les parents, ou soit par les adultes. Et nous entendons par enfant un individu qui n'a pas encore la majorité, qui est sous la responsabilité des parents et qui mérite d'être accompagné, d'être protégé, d'être conseillé pour devenir adulte. Et partant de ce fait, la surexposition, c'est lorsque le temps passé devant un écran dépasse les recommandations de la santé publique. Si nous sommes au Québec, nous allons parler de l'Institut national de la santé publique. Si nous partons aux États-Unis, on va parler de l'Académie pédiatrique américaine qui situe ou qui nous donne les normes de la normalité de l'exposition. Donc, l'exposition normale, c'est que les enfants de 0 à 2 ans n'ont pas pour mission d'être exposés aux écrans, ils ne doivent pas consommer les écrans. Les enfants de 2 à 5 ans peuvent consommer entre 30 minutes et 1 heure d'écran par jour. Et les enfants ados de 5 ans jusqu'à 17 ans, selon la réglementation, selon les normes médicales, scientifiques, c'est 2 heures par jour. Donc, la surexposition inclut tous les appareils, la télévision, tablette, téléphone, les ordinateurs et même les jeux vidéo. Lorsqu'on parle de la surexposition aussi, ce n'est pas seulement une question de durée, c'est aussi une question de manque de contrôle parental ou d'usage passif. Lorsque dans une maison, la télévision est ouverte et il n'y a personne dans la maison, si l'enfant est là, l'enfant consomme indirectement, il est surexposé. La surexposition aussi intervient quand les écrans remplacent les autres activités essentielles, à savoir les jeux, le sommeil, les interactions sociales. Et elle est caractérisée par une consommation non adaptée à l'âge sans cadre éducatif. Donc, rapidement, nous pouvons dire que la surexposition, c'est quand on dépasse les normes. Si vous voyez ici, j'avais fait une petite étude en 2019 et nous avons une courbe qui dessine l'exposition aux écrans et le temps TC, temps d'exposition écran normal. Donc, nous avons maximal de 2 heures pour les enfants de 3 à 17 ans. Et si ça commence à rentrer dans le jaune ici, nous rentrons déjà dans la phase critique de la consommation. On va commencer à parler de la surconsommation. Alors, donc, comme je le disais tantôt, nous avons besoin véritablement, à la lumière de la parole, de comprendre ce que nous entendons. La Bible déclare dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si nous parlons de la surconsommation ou la surexposition, il est de notre devoir en tant que chrétien, en tant que famille chrétienne. Est-ce que nos enfants qui s'exposent aux écrans, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que nous avons l'intelligence? Est-ce que notre intelligence est renouvelée? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en nous ne nous parle pas afin que nous soyons pour ces enfants des guides? De manière résumée,
La surexposition, c'est quand les parents démissionnent, laissant l'enfant consommer comme il peut dans son innocence. C'est lorsque nous laissons les enfants écouter des sons qu'ils ne doivent pas écouter. C'est lorsque nous laissons les enfants agir contre leur gré parce qu'ils n'ont pas encore l'âge mature pour décider du bien et du mal. Voilà ce que je peux dire rapidement concernant la notion de surexposition et d'exposition. Merci beaucoup, frère Emmanuel. En tout cas, j'ai beaucoup de questions de relance sur cette définition-là qui est assez claire pour chacun de nous. On voit déjà des émoticônes, donc des réactions très positives à ce que vous êtes en train de dire, à votre réponse là, donc à cette question de qu'est-ce que c'est que la surexposition. Et je pense qu'on a été éclairé. Euh, mais j'invite néanmoins toute personne qui n'a pas encore ou bien qui souhaite, n'est-ce pas, donc creuser la question, de bien pouvoir poser, n'est-ce pas, donc sa question dans le chat afin que notre bien-aimé, le frère Cyril, puisse, n'est-ce pas, donc les faire remonter à tout moment, effectivement, donc pendant le déroulement de cet entretien, de cette interview. Alors, donc, on a bien compris hein, ce que c'était que la surexposition, mais c'est quoi l'impact, homme frère Emmanuel, c'est quoi l'impact de la surexposition sur le développement donc de nos enfants quand ils dépassent 2 heures de temps pour les ados de 13 à 17 ans, de 3 à 17 ans, pardon, ou bien les enfants de 30 minutes, de 0 à 5 ans, plus d'une heure par jour. C'est quoi l'impact, bien-aimé? Je vous laisse la parole. Oui, en termes d'impact, en termes de conséquences, d'abord, pour rebondir sur la question, je dirais que les écrans ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus se passer des écrans, de la technologie, parce que ça colle à notre peau comme une nouvelle identité. Mais lorsque l'usage de ces écrans agissent ou agit plutôt de manière négative sur nos, notre corps, notre âme et notre esprit, on va parler d'impact. Donc, chez les jeunes enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce soir, nous avons plusieurs éléments négatifs que nous devons toujours identifier. Et étant donné que nous sommes des chrétiens, euh, la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous voyons ici que les enfants qui consomment sans surveillance, sans présence, sans encadrement, vont certainement développer des caractères qui sont contre la volonté de Dieu. Et dans ces éléments, nous avons j'ai ajouté, nous avons des impacts sur le plan spirituel, cognitif, émotionnel et sociaux. D'abord, sur le plan spirituel, nous comprenons aujourd'hui que dans nos vies, d'abord adultes, nous vivons un moment où les écrans deviennent pour nous des dadas. On ne peut plus s'en séparer. On ne peut plus oublier nos téléphones. Si on les oublie, c'est comme si nous sommes malades. Et mais si ces écrans deviennent des idoles pour nous, il va y avoir des risques d'idolâtrie et de dépendance. Sur le plan spirituel, les tout petits enfants qui s'adonnent aux écrans très tôt se déconnectent justement de la réalité spirituelle. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises où lorsque le père est fatigué ou soit il fait quelque chose, il donne quoi? Le téléphone à son enfant. Alors, pendant que le message passe, l'enfant ne vit pas dans notre monde. L'enfant est séparé de ce qui se prêche, de la culture chrétienne, de la culture spirituelle. Il est dans un autre monde. Le téléphone devient son Dieu. Le téléphone devient sa référence. La Bible déclare ici, dans Exode 3, 23, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et, petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc,
les écrans ont un impact spirituel sur la vie de nos enfants. S'ils continuent à utiliser et les images remplissent leur cortex, ils ne peuvent plus contenir ou soit maintenir d'abord la vie spirituelle que nous recherchons tous. Deuxième chose sur le plan cognitif. Sur le plan cognitif, nous avons le risque de retard de langage. Nous savons, notre cerveau est divisé en deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et le lobe frontal est la partie qui retient le langage, qui est le moteur. Mais lorsque les enfants s'exposent aux écrans, le cortex est rempli et ils n'ont plus de place pour faire d'autres activités. Ils vont avoir des difficultés d'attention et capacité de concentration. Nous le voyons aujourd'hui dans nos familles, dans nos églises. Et les enfants sont incapables de s'asseoir 5 minutes, 10 minutes sans se lever parce que tout simplement, leur cerveau a eu une transformation. Je vais en parler tout à l'heure. Et on peut aussi parler des difficultés d'apprentissage, de rétention. Les enfants qui s'exposent aux écrans aujourd'hui ont des difficultés et on les appelle des enfants à défis particuliers. Si vous allez dans des écoles primaires, dans des écoles secondaires, vous allez constater que plusieurs enfants qui n'avaient pas les mêmes problèmes il y a de cela 10 ans deviennent tout du coup des enfants à problème. Ils ont des difficultés. Déficit de concentration, difficulté de mémoire, de travail et de rétention, difficulté dans la communication et dans l'empathie. Vous allez constater aujourd'hui que dans la plupart du cas, les enfants n'arrivent plus à communiquer. Ils n'ont plus cette facilité de s'exprimer. Ils cherchent des mots parce que, et vous allez, je vais le montrer plus tard, que les écrans empêchent les enfants de développer leur capacité intellectuelle pour associer les idées à la communication, à l'expression. L'empathie, il n'y en a plus. La preuve aujourd'hui, vous allez voir les enfants de 5-10 ans qui ont le téléphone, s'il y a quelque chose, un événement quelque part, au lieu d'aller secourir, ils vont chercher à faire quoi? À prendre une photo et mettre sur Internet. C'est ça. Donc, il y a la désensibilisation. Et ce qui est grave encore, c'est que nous ne l'avons pas compris très tôt. Les écrans modifient le cerveau des enfants. Si le cerveau qui est le moteur de l'homme est modifié, se modifie au cours du processus développemental de l'enfant et que les 4 stades de développement ne sont pas suivis, il y a rupture. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons dans nos hôpitaux plusieurs cas de traitement d'enfants. Si je prends par exemple le cas d'ici, il y a un centre qui s'occupe justement de désintoxiquer les enfants. Et j'ai pris le temps de vérifier aux États-Unis, il y a au moins 4 ou 5. Et en Chine, nous avons 400 centres de désintoxication des enfants pour les amener à reconstituer le cerveau. Mais c'est une peine un peu perdue parce qu'à partir du moment où les neurones sont déjà coupés, ça devient difficile. Alors, vous avez entendu? Cette étude est faite à l'Université de Montréal pour déterminer si réellement l'exposition des jeunes aux écrans détruit le cerveau. Et les résultats sont lamentables. Ça détruit le cerveau. Donc, si les enfants s'exposent aux écrans, automatiquement, il y a un processus de dégénérescence du cerveau qui se produit. La preuve, c'est que lorsque nous travaillons, les neurones se mettent ensemble, se connectent, et c'est ça qui active toutes les parties du cerveau pour que nous puissions comprendre. À partir du moment où les enfants sont devant l'écran et l'écran les affecte, le cerveau prend un coup. Et nous pouvons continuer pour... je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, sinon je continue. Et Il y a des questions, mais allons-y. Il y les a é- notre frère Cyril qui est en train de... D'accord. Ah, Et
Les études ont montré que, à l'aide de l'intelligence artificielle, on va dans un autre trou, c'est-à-dire le déclin cognitif qui affecte nos vies et la vie de nos jeunes enfants. Aujourd'hui, vous allez voir des enfants de 6 ans, 10 ans qui sont déjà sur Internet, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre téléphone, ils ont l'outil IA sur leur téléphone et ils ne font plus d'efforts, ils vont les utiliser pour faire quoi? Pour chercher des informations et même dans nos églises, on en voit. On va utiliser l'intelligence artificielle pour chercher l'information. Le cerveau ne travaille plus. On n'a plus, on ne donne plus d'exercice au cerveau et aujourd'hui, on a des difficultés. Plusieurs enfants n'arrivent plus à retenir les mots par cœur. C'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement du Québec vient d'installer, à partir de cette rentrée, il a interdit quoi? L'usage des téléphones, des tablettes dans les établissements primaires et secondaires. Pourquoi? Parce que depuis 2010, il y avait des études qui ont été faites. En 2015, j'avais participé à une étude où on avait donné des conclusions qu'il fallait réguler, mais ça n'a pas été fait. Mais 10 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que ça ne sert pas et c'est une vérité. Vous allez voir ici, ce monsieur, il s'appelle Michel Sim, c'est un Est-ce médecin. que l'intelligence artificielle va être à l'origine d'un déclin cognitif, un déclin de notre cerveau? Il y a des experts qui viennent de publier une tribune intelligente dans le Figaro et qui s'inquiètent énormément. Je vous explique ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est enfant, puis adolescent, puis quand on est adulte? Le cerveau va croître, mais surtout, tous les neurones que nous avons au départ, on en a 100 milliards. Alors c'est vrai qu'on en perd 100 000 par jour, mais c'est pas grave, on en a beaucoup quand même qui vont rester. Tous ces neurones-là, les cellules du cerveau, vont se connecter entre elles à chaque fois qu'on va apprendre quelque chose. Vous travaillez dans un domaine qui vous plaît, l'école, l'apprentissage des langues, la réflexion intellectuelle, tout ça fait que les neurones dans certaines régions du cerveau vont se connecter, vont créer des connexions entre eux. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est ça qui nous rend bon dans un certain domaine. Mais si on fait tout faire par l'intelligence artificielle, qu'on se contente de donner un prompt et qu'on regarde des réponses sans réfléchir, ces neurones n'ont plus aucun intérêt à se connecter entre eux, ça va s'appauvrir et voilà ce que ça va donner. On va avoir un cerveau plein de neurones mais qui auront très peu de connexion entre elles puisqu'on ne fera rien par nous-mêmes. On fera tout faire par l'intelligence artificielle. C'est ça qui inquiète les experts et c'est ça qui fait qu'on aura peut-être avec l'intelligence artificielle ce qu'on appelle un déclin cognitif. Oui, un déclin cognitif, le mot est dit et lâché. C'est vrai que nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui des dangers que nos enfants, même nous faisons face à ces dangers. Mais les enfants qui sont en croissance, et quand on les expose, ça devient difficile et c'est alarmant. Nos églises ont besoin justement de prendre à bras le corps cette question et en faire un outil. Aujourd'hui, les téléphones, on ne peut pas les oublier, mais on oublie la Bible. À l'église, on laisse nos Bibles, on prend les téléphones. Mais le jour où le téléphone n'a plus de connexion, le jour où il n'y a plus d'électricité, le jour où il n'y a plus de réseau, qu'est-ce qu'on fait? Les Bibles, on ne peut plus les utiliser. Aujourd'hui, il y a plusieurs. On ne peut plus avoir des références parce que et la science a prouvé que lorsque vous touchez à une matière et vous écrivez, vous mettez votre main dedans, il y a une connexion qui est reliée à votre corps, à votre cerveau. Et ça permet justement de garder, d'avoir une photographie visuelle, mentale de la chose. Aujourd'hui, nous n'avons plus nos Bibles et comment est-ce qu'on peut être fervent? Et nos enfants, pire, demain, ce serait difficile. Oui. En tout cas. Donc, pour continuer, il y a cet expert, Nicolas Candaras, aux États-Unis, c'est l'un des spécialistes addictologues aux États-Unis qui travaille depuis plus de 20 ans sur l'addiction des jeunes enfants. Et il a écrit un ouvrage que j'ai sur moi ici, et qui s'appelle Hypnotiser. Et à l'intérieur, il compare les écrans à la cocaïne. Il dit, écran et cocaïne, mêmes effets sur le cerveau des enfants. Ce qui voudrait dire que c'est une affaire importante que nous devons saisir et trouver les moyens pour aider nos enfants en nous aidant.
Si nos enfants sont en bonne santé, nous sommes en bonne santé. Si les jeunes sont en bonne santé, l'Église est en bonne santé. Ils ne sont pas l'avenir, ils sont le présent de nos églises et nous devons prendre soin d'eux. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Vraiment, le peu déjà que tu as présenté là, ça nous édifie beaucoup. Écran égale cocaïne, le diable, il est vraiment subtil. On parle des cyberdépendances. Vraiment, c'est grave. C'est grave, non seulement sur les enfants, mais sur nous-mêmes, les adultes aussi. Tu as évoqué l'exemple du cellulaire à l'église. C'est un prétexte. Oui, non, j'ai ma Bible à l'intérieur, mais on a constaté malheureusement que plusieurs, pendant qu'ils regardent, ils sont censés lire leur Bible et puis soudainement une notification Facebook, Instagram apparaît et puis, paf! On se déconnecte de la parole, on bascule en même temps sur l'actif. Vraiment, l'ennemi, il est dangereux, il est dangereux. En tout cas, le constat est flagrant. On est infiltré par l'ennemi. Là. Il faut qu'on tire vraiment la sonnette d'alarme ce soir. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ce thème et pour la personne qui s'est choisie ce soir, donc pour nous en parler. Donc, vraiment, cette affaire est très, très grave. En tout cas, le diable, là, vraiment, il est très subtil. Et, malheureusement pour lui, on voit dans son jeu et les choses vont bientôt changer. Alors, bien aimé, est-ce que, bon, tu as évoqué effectivement tout ce qui concernait les aspects cognitifs et autres, mais très rapidement, bon, parce que le temps est en train de couler. Est-ce qu'il y a des effets effectivement aussi sur le bien-être des enfants? On l'imagine bien, leur sommeil, etc., leur activité physique, des choses qui nous-mêmes vont attirer notre attention. Je te laisse la parole. Oui, d'accord. Bon, cette vidéo, je vais me passer de ça. Alors, euh, lorsqu'on parle d'effet, d'abord, je vais rapidement parler de cet aspect, l'anxiété, la colère, la frustration. Mais il faut savoir que si nous parlons d'effets sur les enfants, nous avons d'abord la fatigue visuelle des enfants. Les enfants, les tout petits aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs qui portent déjà des lunettes. Alors que ceux qui ont 60 ans, on dit, ben, ces lunettes-là, c'est parce ils ont des difficultés, parce qu'ils s'exposent et la lumière bleue affecte leurs neurones. Les neurones sont très, très fines et leurs yeux et ça a des répercussions sur leur vie. Il y a moins d'activités physiques. Nous allons constater que les enfants continuent à regarder assis et l'obésité commence à dominer leur vie. Et nous avons vu plusieurs fois dans des documentaires, le taux d'obésité devient de plus en plus élevé dans tous les pays, que ce soit les pays du tiers-monde comme dans les pays développés, à partir du moment où les enfants continuent à travailler, c'est-à-dire à rester assis sans travailler, sans faire les activités sportives, ils vont avoir des difficultés. Et aussi, on peut parler des postures inadéquates. Vous allez voir que certains enfants commencent à développer des comportements physiques parce qu'ils n'arrivent plus à faire le sport normalement comme cela se doit et ils vont sentir des déformations de leur corps. Et ça vient petit à petit et ça continue pas avec le temps à agir sur leur environnement social et ainsi de suite. La Bible déclare, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et aujourd'hui, nous constatons que avec les écrans, les enfants deviennent malades. Et si les parents ne font pas grand-chose, il va y avoir des difficultés. Il y a plusieurs qui vont abandonner les cours, qui vont abandonner parce que tout simplement, on n'a pas pris des mesures. Et comme je le disais, il y a crise de stress permanente, le sommeil. Oui, au niveau du sommeil, vous allez constater que le cycle circadien des enfants a changé. En principe, un enfant de 3 à 6 ans doit dormir minimalement 11 heures. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et les jeunes adolescents de 7 à 17 ans, en principe, doivent dormir 9 heures. Mais aujourd'hui, on se rend compte que certains ne dorment même pas 5 heures par jour. Comment est-ce qu'il peut être performant à l'école? Comment est-ce qu'il peut, oui, retenir ses leçons? C'est
difficile. Et aujourd'hui, il y a le problème d'estime de soi. L'estime de soi, petite fille de 8 ans, parce qu'elle voit sur Internet, les autres peuvent mettre les ongles là, elle va se sentir concernée. Elle va mettre les rouges à lèvres parce que tout simplement, elle voit que son corps n'est pas ce qu'elle devait avoir. Et elle se dit, ben, je suis moche. Et les jeunes se sont déjà tués. Il y a plusieurs de jeunes de moins de 10 ans qui se tuent parce que tout simplement, ils ont vu sur Internet les amis bien habillés. Eux, ils se disent, ils ne sont pas bien habillés. Elles se disent, elles ne sont pas bien habillées. Oui, ils ne font pas partie de tes classes et ils s'entretuent. Donc, il y a ces effets-là qui interviennent dans la vie de nos enfants. Dans nos églises, on en voit. Vous allez voir, certains, ils sont bien. Mais à la maison, comment les parents vivent? Qu'est-ce qu'on vit? Je suis inclus dedans parce que je suis père. Donc, c'est important de comprendre que les écrans ont plusieurs effets sur la vie de nos enfants et nous devons y veiller. Nous devons prier pour eux. Nous devons chercher les moyens pour que le Saint-Esprit nous donne des astuces pour les encadrer. Donc, bien aimé, je pense que le constat est clair. C'est nous qui sommes des moutons, c'est nous qui sommes les dindons de la farce, comme on dit. Mais honnêtement, ce reportage est clairement édifiant. C'est de nous, on se moque en fait dans l'affaire. Alors, bien aimé, je pense qu'on a beaucoup parlé, bien aimé Emmanuel, on a beaucoup parlé des constats, des effets et tout. On pourrait éventuellement revenir aussi avec une question, mais à cause du temps, vraiment, je voudrais te demander d'aborder maintenant le rôle des parents, effectivement. Donc, ce qui peut jouer comme rôle pour limiter la surexposition aux écrans, effectivement. Donc, comme on est en train comme on l'a vu là dans cette vidéo. Je te laisse la parole, mais vraiment, vas-y, il nous reste encore peut-être encore une quinzaine de minutes, tout au plus, maximum 10, on va dire 10 minutes. Voilà, allons-y là. D'accord, d'accord. Merci. Comme vous venez de voir cette vidéo, c'est un appel. Et le frère disait tout à l'heure, si nous sommes des moutons, de panurge ou pas. Donc, à chacun de se faire une idée de comment il utilise les écrans, quelle est la place des écrans dans la vie des enfants, et à partir d'aujourd'hui, comment on va réfléchir autrement. Et pour en parler, quelques éléments à déployer. Donc, contre écran, nous allons déployer le parapluie écran. Donc, le parapluie écran va nous aider à trouver des moyens et des stratégies. Bon, d'abord, avant d'utiliser l'écran, il faut que les parents mettent en pratique cette recommandation de la Société canadienne de la pédiatrie. Aucun écran pour les enfants de moins de 2 ans. Il faut l'instaurer. C'est important. L'enfant peut pleurer. C'est de l'ennui que naît la créativité. C'est de l'ennui que naît l'activité. C'est de l'ennui que l'enfant va créer. Et moi, je peux vous dire, j'ai un petit ici qui vient d'avoir 11 ans. Lorsqu'il était petit, il avait cette soif-là. J'ai fait le sevrage. Et aujourd'hui, je vois les fruits. Même si ce n'est pas ce que je vois les fruits. C'est important. Donc, 30 à 1 heure maximum pour les enfants de 2 à 5 ans. Et 2 heures par jour pour les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans. Oui, c'est les normes réglementaires. Mais aujourd'hui, si vous demandez aux enfants de 10 ans, ils vont dire, ils sont à 5 heures, ils sont à 6 heures. Les études sont fermes là-dessus. Donc, ici, nous avons le parapluie que nous devons déployer. Premièrement, il est important que les parents établissent des règles claires. Les règles claires consistent à montrer à l'enfant les voies qu'il faut suivre. Au niveau de la maison, il faut prendre sur papier, écrire toutes les règles que vous voulez que l'enfant suive. Oui, tu es enfant, tu n'as pas encore 10 ans, tu ne dois pas dépasser 1 heure d'écran par jour. De plus, à l'école, ils sont exposés aux écrans. Si à la maison, ils consomment, s'ils ont déjà le téléphone, ça devient
difficile. Dans cette élaboration des règles, il faut associer les enfants à accepter. Il ne faut pas établir les règles et dire, bon, voilà les règles que j'ai établies dans la maison, il faut le faire. Non, il faut les asseoir, il faut discuter avec eux, il faut leur montrer, il faut leur poser des questions et ils vont comprendre. Deuxième élément, c'est créer des activités alternatives. Le plus souvent, ce qui arrive, c'est que nous sommes occupés. Papa travaille, maman travaille, de jour comme de nuit. Alors, la seule alternative qu'on trouve, il faut les laisser devant les écrans. Nous devons chercher par tous les moyens les créneaux pour aider nos enfants à décrocher des médias, à décrocher des écrans. Il y a plusieurs types d'activités qu'on peut déployer, soit la lecture, les sorties, les jeux de société, et je vais revenir sur la lecture et montrer les bienfaits de la lecture bientôt. Donc, je vais me passer de ça. Et il faut représenter l'exemple. Je l'ai mis au cœur. Représenter l'exemple, ça dit que le père doit être un modèle. Le père doit être un modèle dans la consommation des médias. Le père doit être un modèle dans le choix des médias et les types de consommation qu'il fait. Est-ce qu'il utilise trop l'écran? Est-ce qu'il est toujours accroché à son téléphone? S'il est toujours accroché à son téléphone, l'enfant va copier nécessairement. Si à l'église, le père lui-même, il est sur téléphone tout le temps, mais qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant aussi va copier. Si le père va à l'église et n'amène pas n'amène pas sa Bible, alors l'enfant va copier. Il faut que le père soit un modèle. À l'église, lorsque le pasteur est en train de prêcher, est-ce qu'on a besoin de faire sortir nos téléphones? Est-ce qu'on a besoin de faire des textos? Oui, s'il y a des urgences, c'est bien. Ici, lorsque nous sommes dans un processus de communication, nous sommes avec le Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, parce que pendant qu'il est en train de nous parler, on dévisage et puis, on est dans une autre communication, on est peut-être dans un autre pays, on est dans une autre culture, dans une autre discussion. Pendant que le Saint-Esprit passe, toi, tu es ailleurs. Il est important que nous puissions commencer à enterrer nos téléphones dans nos sacs lorsque nous arrivons à l'église. Je fais un effort que si je suis à l'église, je mets le téléphone. Si pour ne pas être tenté, il faut l'éteindre. S'il n'y a pas eu un cas de maladie à la maison, il faut l'éteindre pour ne pas être tenté, parce que c'est tentant. Et mes frères et sœurs, je suis dedans. Hein. Je suis dedans. Je ne vous lapide pas, je suis dedans. Donc, on va ensemble apprendre à revoir les choses. Donc, aménager des zones sans écran. Amen. Les zones sans écran voudraient dire que à la maison, les jeunes enfants n'ont pas droit à voir les écrans dans leur chambre, dans leur... non, non, non et non. Lorsque l'enfant n'est pas accompagné et vous laissez un téléviseur dans sa chambre, vous lui laissez la tablette. Il peut dormir à 2 heures du matin, il peut dormir à 3 heures du matin et le lendemain, vous l'appelez, allons à l'école. Il a le sommeil. À l'école, il va dormir. À l'école, il va être irrité. C'est ça. Et nourrir le dialogue. Oui, ce que nous faisons, ce que nous disons à la maison avec nos enfants, ce n'est pas un combat. Nous ne devons pas être policiers ou policières devant, derrière eux. On doit établir un cadre de communication ouverte, communication conviviale, où le père et la mère doivent être des facilitateurs pour expliquer à l'enfant quels sont les dangers des médias, quels sont les dangers des écrans, quels sont les dangers des réseaux sociaux et comment lui, en tant qu'enfant, peut être protégé, comment il doit utiliser, quel type de contenu il doit utiliser. Et sur ce plan, il est important que les parents connaissent les mots de passe des réseaux sociaux des enfants. Et là encore, en principe, les enfants de moins de 14 ans n'ont pas droit à être sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit non plus de publier des photos sur Internet. Et les parents aussi ne doivent pas le faire. Mais nous le faisons le plus souvent. Mais il faut qu'on puisse nous en rendre compte.
Ces photos-là peuvent rester sur Internet pendant pratiquement plus de 10 ans avant de tomber en désuétude. Et ils ne tombent pas, ils vont rester dans les tiroirs. Donc, ce qu'on appelle l'empreinte digitale, demain, lorsque l'enfant là, va avoir 15 ans, et des gens veulent chercher des problèmes, ils vont aller sur Internet. Si jamais c'est une petite photo où l'enfant était petit, était petite dans son sous-vêtement, les amis vont faire sortir ça pour l'intimider et l'enfant peut se suicider. Il y a eu déjà des cas. C'est très important. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut être des amis, des amis intimes à ces enfants-là. Échanger avec eux. Il ne faut rien leur cacher. Que ce soit sur la sexualité. Dès le bas âge, il faut commencer à leur parler de la sexualité. Si jamais ils tombent sur des vidéos, oui, de nudité, et ils vont être affolés. Il faut pouvoir aller vers eux sans critique, sans violence et les appeler, leur montrer les dangers qui courent. Et partant, soutenir et accompagner. Soutenir et accompagner, le soutien, c'est sur le plan physique. Autrement dit, ouvrir les yeux, essayer de voir ce que l'enfant consomme et tenter de comprendre ce qu'il consomme et aussi passer du temps avec lui lorsqu'il consomme certaines vidéos. On va dire à l'église, oui, ce sont des vidéos où on parle de la parole de Dieu, c'est normal. Mais est-ce que toutes les vidéos sont créées par des personnes de bonne intention? À l'intérieur de ces vidéos, il y a ce qu'on appelle des images subliminales. Des images subliminales sont de petites images que nous, les adultes, nous n'arrivons pas à voir, mais qui captent l'attention des enfants. Et vous allez voir, tout à l'heure, j'ai passé 2 vidéos. C'est un dessin animé. Lorsque vous voyez l'image, vous allez penser que c'est la bouche du lion. Mais si vous voyez très bien, c'est une femme qu'on a dessinée qui est en sous-vêtements. Et c'est ça. Bien aimé, est-ce que tu peux montrer ça rapidement, très rapidement, s'il te plaît? Est-ce que tu peux montrer ça pour OK. frapper la conscience des uns des autres? OK. Vous voyez? Ici, selon vous, qu'est-ce que ça montre? De ce côté-là, on a tendance à croire que c'est 2 lions qui sont des acteurs. Mais l'enfant va voir directement. Et si vous voyez très bien, vous voyez l'image qui est à ma droite ici, vous allez voir que à l'intérieur, on a dessiné une femme. Il y a son sein qui apparaît un peu. Ça, c'est un signe, c'est une image subliminale que l'enfant va identifier parce que l'enfant ne consomme pas les médias comme les grands consomment. Les grands passent très vite. L'enfant va aller prendre les petits détails. Il va consommer le média par partialisation. La partialisation, c'est-à-dire il divise le contenu en petites parcelles et il prend ce qui l'importe. Et c'est ça qu'il fait. Vous allez constater que dans les films où les enfants, c'est-à-dire on montre par exemple un petit couple en train de se donner le bec, l'enfant lorsqu'il sort, c'est ça qu'il va faire. Et au fur et à mesure qu'il regarde, il va l'implémenter, il va l'essayer et c'est en essayant qu'il sort du cadre de l'éducation. Ici par exemple, vous voyez, c'est un dessin animé qui court. J'ai travaillé là-dessus. C'est ça qui a été le cœur de ma thèse. Vous voyez ici, ils sont tous nus. Il y a de grandes personnes et il y a de petits et ça ne dit absolument rien. Lorsque le jeune enfant voit ça aujourd'hui, il voit ça demain, il voit ça 3 jours. Il dit, mais tiens, moi aussi, je peux me mettre à nu, non? Et ils vont essayer. On en voit sur Facebook où les tout petits enfants à l'école primaire, pendant que l'enseignante est en train de donner le cours, les deux se sont couchés par terre, l'un sur l'autre, et tout bonnement, ils n'ont même pas 10 ans. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Sur Internet. Donc, c'est un peu la partie que je voulais montrer. À ce niveau-là, on continue rapidement. Alors, le troisième clé que je vais donner ici aux parents s'appelle
le plan média familial. Le plan média familial, c'est un outil qui a été créé par l'Académie américaine de la pédiatrie qui consiste à définir en 24 heures, diviser le temps en de petites parcelles où chaque répartition est couverte par une tâche. Il ne faut pas laisser l'enfant, c'est-à-dire s'ennuyer. Avant qu'il ne parte à l'école, il faut qu'il sache qu'au retour, il va faire telle activité. Quand il revient pour faire l'activité, il faut qu'on lui donne l'opportunité de compléter. Le temps d'écran va être compris et il va savoir que chaque jour, j'ai 10 minutes. Dépasser 10 minutes, tous les écrans sont éteints. Dépasser 10 minutes, il ne peut plus le faire. Ça va rentrer dans sa routine. C'est ça qu'on appelle le plan, le plan écran. Ici, vous voyez, ici, il y a 10 éléments essentiels. Temps d'exposition à écran va prendre un petit pourcentage. Le temps des activités après école, le temps familial, il faut définir ça. Il faut que l'enfant puisse passer le temps avec ses parents. Le temps libre où lui-même il va faire ses activités, il va monter ses Lego, il va jouer sans écran. Et le temps des travaux scolaires, le temps repas familial, le temps des activités sportives, s'il en fait, on peut sortir avec lui et le temps école-garderie. Vous voyez, c'est compartimenté. Le temps lecture sans écran, je vais passer à ça tout à l'heure, et le temps de sommeil. Lorsque nous divisons tout ça, ça va nous donner un petit cercle comme ça où 49% de son temps doit consister à dormir. L'enfant doit pouvoir dormir plus longtemps pour se réveiller et être en bonne santé. Nos enfants sont aujourd'hui très actifs, non pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils sont exposés aux écrans. Et pour continuer, on va rapidement parler des activités routinières. Si vous le permettez, ou soit vous voulez me poser certaines questions avant qu'on ne continue. Vas-y, Humphrey, on va dire 5 minutes pour OK, vraiment d'accord. ramasser le tout Bien, et voilà, c'est ça. d'accord. Donc, en matière d'activités routinières, il y a plusieurs activités qui sont conseillées. Comme je venais de le dire, les jeux, l'écriture, il y a plusieurs activités qu'on peut implémenter pour aider les enfants. Les premiers jours ne vont pas être très intéressants parce que l'enfant va résister. Mais il faut que le père aussi soit un coopérant pour amener l'enfant à accepter. Les enfants de 3 ans, par exemple, jusqu'à 5 ans, s'ils s'exposent aux écrans, on peut, avant de conseiller les activités, faire ce qu'on appelle 10 jours sans écran. 10 jours sans écran consiste à débrancher complètement vos appareils à la maison. Donc, juste pour suivre les informations le soir et le reste, rien. Pendant 10 jours, l'enfant va être complètement sevré pour revenir à la normale. Et c'est à partir de là que vous allez commencer à lui glisser les activités. Et dans ces activités, j'ai pris justement la lecture pour vous montrer ce que la lecture fait à l'écran et ce que la lecture papier fait. Lorsque nous prenons la lecture, nous allons constater que en 20 minutes, lorsque un enfant lit pendant 20 minutes, il va rencontrer entre 3 000 et 4 000 mots. Et dans ces 4 000 mots, il va rencontrer de nouveaux mots, au moins entre 100 et 130 nouveaux mots. Ça, c'est 20 minutes. Et après 20 minutes, il peut retenir entre 10 et 50 mots. Par contre, lorsque nous allons sur l'écran, on va voir ça tout à l'heure, nous allons voir que l'enfant, s'il regarde un dispositif numérique, digital, il va rencontrer entre 0 et 500 mots. Et va rencontrer peut-être 0 et 10 nouveaux mots. Il va enregistrer combien de mots? 5. Si aujourd'hui nos enfants n'arrivent plus à parler, c'est parce que s'exposant aux écrans, ils n'ont pas cette capacité, cette possibilité de s'exposer à l'écriture, au support physique, lire, tracer, bûcher, entourer les mots.
pour les enregistrer dans le corps. Donc, de toutes les activités qu'on peut supposer, qu'on peut proposer, la lecture est la première. La lecture est la première. Vous allez constater que le gouvernement a intégré ça dans les programmes cette année. Si vous avez de petits-enfants qui sont à l'école, au Québec, on a dit, vous devez lire 20 minutes chaque jour. Donc, les enfants de 0 jusqu'à 6, de 6e année, 5e année, ils doivent, à la fin de l'année, mémoriser 2500 mots. Pourquoi subitement c'est venu? Parce qu'ils se sont rendus compte que les écrans ont perturbé le développement normal des enfants. Et ici, nous voyons, bon, c'est juste le résumé de ce que j'ai fait là-bas. Et puis, ici, j'ai rapidement interprété, c'est que l'enfant manque à chaque opportunité qui s'expose à l'écran 20 mots, 20 à 50 mots qu'il manque et en 30 jours, ça va faire 300, 500, 1500 mots. Un an, il va se retrouver à perdre 3000, entre 3000 et 18 000 mots qui ne peut jamais rencontrer s'il ne se déconnecte pas de l'Internet. C'est très important. Donc, en conclusion, la lecture quotidienne nous aide et aide nos enfants à s'attacher. Il faut les exposer. Il faut les exposer. Si vous n'avez jamais cherché un petit livre à vos enfants, il est important. Allez à la bibliothèque ou allez à la librairie, cherchez un petit livre à l'intérieur de vous lui mettez le livre, même s'il ne sait pas lire. Il va continuer à toucher au livre. Il va continuer à toucher au livre. Et ça va s'installer, ça va rester et il finira par devenir comme vous. Et d'ailleurs, en tant que parents, nous devons le faire. Nous devons commencer à lire, laisser nos téléphones. On ne lit pas sur l'écran. Quand on lit sur l'écran, on ne bénéficie pas réellement des vertus du papier. Donc, je dis, les enfants doivent lire, quel que soit l'heure, ils doivent lire. Mais c'est un travail difficile. C'est un travail difficile et il faut être tenace. Le père ne doit jamais démissionner. La mère ne doit jamais démissionner. Nous devons continuer à cultiver même s'il y a des difficultés. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, c'est ça exactement. Mais déjà, je voulais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour ta vie parce que vraiment, ce soir-là, nos yeux ont été ouverts face aux ruses de l'ennemi dans nos maisons. Vraiment, que Dieu te bénisse, mon frère. On aurait voulu avoir encore plus de temps pour te permettre de rentrer dans plus de détails. On sent vraiment que tu possèdes le sujet. Mais on va aller tout de suite vers les questions. Je voudrais demander à notre bien-aimé frère Cyril, donc de la coordination, de bien vouloir prendre la main maintenant. Il va lire les questions qui ont été posées dans le chat. On a un peu moins de 10 minutes, donc Cyril, tu as la parole et puis également donc le frère Emmanuel. Vraiment, on voudrait aussi compter sur votre efficacité dans les réponses pour qu'on puisse en poser d'autres. Voilà, donc on va dire qu'il nous reste on va dire 10 minutes à peu près. Et puis voilà. Donc Cyril, tu as la parole. Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, C'est ça. j'entends très Excellent. bien. Vous Merci. m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Donc, il y a une première question, mais je pense qu'elle a été répondue. C'était quoi l'impact des écrans sur les enfants de moins de 9 mois? Mais je pense que le docteur Emmanuel a largement expliqué voilà, les éléments. Donc, je vais aller directement aux deux. Donc, la deuxième question, c'était pour les enfants de moins de 5 ans, parce que le docteur Emmanuel a dit que de 0 à 5 ans, pardon, de 5 ans à 17 ans, autant pour moi, il faut que les enfants aient 2 heures d'écran maximum. Est-ce qu'on parle de 2 heures d'écran en continu ou alors est-ce qu'on parle de 2 heures d'écran qui sont en discontinu, donc découpées et sur quelle période à peu près? Ça, c'est OK, la première question. d'accord. Est-ce que je donne la deuxième, vous la notez ou bien vous répondez au fur et à Rapidement, mesure? je réponds rapidement. Peut-être que est-ce que je me suis trompé ou on ne s'est pas compris. J'ai dit les enfants de 0 à 3 ans, c'est-à-dire légalement 2 ans, ils ne doivent pas être exposés aux écrans Je crois que vous automatiquement. aviez une slide dessus, non, frère Emmanuel? Oui, Voilà, vous pouvez l'afficher. Peut-être que ça va éclairer. d'accord. Pendant qu'il l'affiche, ici, la question est circonscrite aux enfants de 5 à 17 ans.
ça a été dit 2 heures par jour. Est-ce que c'est 2 heures de manière discontinue Bon, ou bien OK, reprise? C'est la question. d'accord. OK. Pour les enfants de 2 à 5 ans, comme je le disais tout à l'heure, c'est en principe, dans les normes, entre 30 minutes et 1 heure. Si vous allez même sur le site de l'Institut national de la santé publique du Québec, vous allez voir, ils viennent de faire sortir une commission spéciale. Je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. En 2024, ils se sont réunis, ils se sont rendus compte que les écrans nuisent à la santé des enfants. Ils ont dépêché une commission qu'on appelait commission spéciale pour réfléchir sur l'impact des écrans. Les résultats sont là. Et ils reviennent à la charge en disant, nous devons en tenir aux directives de la médecine. Pour les enfants de 6 à 17 ans, ce sont des ados et 2 heures, c'est en discontinu. C'est en discontinu, selon les recommandations scientifiques. Parce que ils ont dit que le cerveau des jeunes enfants et des ados se développe et les écrans affectent leur développement, les neurones. Je crois qu'il y a des médecins parmi nous, des psychologues parmi nous qui peuvent en témoigner. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les industries médiatiques ne veulent pas véritablement que nous ayons ces informations. Eux-mêmes, avant de commencer à créer quelque chose, ils font le prototypage et ils savent les conséquences. Allez voir les grandes personnes, les enfants, ils ont un agenda assez serré. Ils ont tout, 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 tout. Ils n'ont pas assez de temps pour passer devant les écrans. C'est nous qui sommes les consommateurs. Donc, si l'enfant passe 2 heures d'affilée à l'écran, même à 12 ans, à un moment donné à l'école, il va avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, on le voit. Et les résultats aussi sont là. Ok, Oui. merci beaucoup. Cyril, vas-y, tu continues. Pendant ce temps, je Oui, demande aux frères, aux sœurs qui veulent poser des questions de le faire dans le chat pour que le frère Cyril puisse, n'est-ce pas, donc les compiler. Vas-y, Cyril. parfait. Donc, la deuxième question que nous avons prise ce soir, c'est le docteur Emmanuel a dit que les parents devraient utiliser une autorité parentale pour pouvoir contrôler les écrans et l'accès des écrans aux enfants. Oui. Donc, il y a un parent qui se pose la question, qu'en est-il des parents qui utilisent les écrans pour justement enseigner les enfants? Donc, ils vont présenter sur les écrans les jeux éducatifs, les jeux bibliques, les jeux de société. Donc, tout ça est fait dans l'environnement des écrans, mais dans le but d'instruire l'enfant. Est-ce que c'est néfaste? Quels sont les impacts? OK, très bien. Lorsqu'on utilise les écrans à des fins éducatives, l'écran devient un outil. Et à ce niveau-là aussi, il est important que les enseignants puissent faire aient une régulation. Plus les enfants, les tout petits enfants, si les enfants ne dépassent pas 1 heure, 2 heures à l'écran, ça va. Mais lorsqu'ils sont connectés à l'écran toute la journée, dites-vous, ils seront fatigués. Ils seront fatigués. Pour cela, il est important que nous sachions que l'utilisation des écrans pour enseigner, des fois, doit être régulée, doit être mesurée pour que les enfants n'aient pas de problème demain. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Donc, c'est tout pour les questions. Je n'ai pas reçu d'autres questions dans le chat. Ok. Parfait, Je crois qu'il y excellent. avait une vidéo qui parlait de ça. Je ne sais pas, pas un psychologue. On n'a pas eu le temps d'en parler. Euh, S'il n'y a pas assez de temps, je laisse. Sinon, je vais essayer de voir si je trouve la vidéo. Voilà. Cette vidéo-là, vous allez constater que si vous l'écoutez, à un moment donné, la psychologue dit que si on donne un écran à un enfant, c'est comme on lui donne de la drogue. Et pour soigner cet enfant, il faut le séparer des écrans au moins pendant 1 mois. Vous imaginez? Hmm. Donc, dans cette vidéo-là, c'est un reportage qui a été fait en France, en Grande-Bretagne. Il y a des experts, au moins 3 experts, qui ont, ça dit, confirmé que l'usage des écrans pour enseigner, en principe, ce n'est pas bon. Pourquoi est-ce que le gouvernement a cette fois-ci cessé? Ce n'est pas le Québec seul. La France l'a fait. Actuellement, en Espagne, il y a une association zéro écran
Et à l'intérieur de cette association, il y a pratiquement 30 000 parents aujourd'hui. C'est une association qui vient d'être créée, qui milite de façon que les écrans soient interdits dans les écoles et même à la maison parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des ravages et on doit agir. Au Japon, il y a ce que nous appelons hikikomori, c'est que les enfants qui sont addictés aux écrans, ils ont commencé petit à petit à l'école, aujourd'hui ils ne sortent plus de leur maison. Ils peuvent faire 5 jours sans dire bonjour à leur père ni à leur mère. Donc pour les aider, on est obligé de les faire sortir de la maison, on les envoie en forêt et il n'y a que le téléphone filaire des années 70. Est-ce qu'on a le temps de prendre deux questions qui viennent d'entrer? Oui, d'accord. Oui, ok, d'accord. Vas-y. Alors, la première, c'est quel genre d'activité, quel type d'activité que vous pouvez conseiller pour les enfants de moins de 2 ans? Ça, c'est sûrement une maman qui s'interroge. Et la deuxième, je donne les deux directement pour gagner en temps, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la surexposition? Mais je pense que ça a été répondu. Est-ce qu'il y a un lien à la surexposition des écrans par les paresseux des enfants? Donc, le docteur nous a dit que les parents doivent être des modèles. Les enfants, ils copient souvent, très souvent les parents. Donc, on ne va pas aller sur cette question. Donc, j'ai comme une seule question. Quel est le genre d'activité qui peut être proposé pour les enfants de moins de 2 ans? OK. 1 minute, frère Emmanuel. Oui, d'accord. D'accord. Les enfants de moins de 2 ans sont des enfants qui sont soit à la maternelle et qui vont, pas à la garderie, mais à la maternelle. À qui, en principe, on doit mobiliser des activités de motricité. Et les parents, si c'est à la maison, les parents peuvent s'acheter des rames de papier, des crayons de couleur, des objets qu'ils ne peuvent pas utiliser pour se blesser, les laisser tracer là-dessus et acheter pour ces enfants de petits bouquins, de petits dessins éducatifs et quelques mots à l'intérieur. Cherchez par exemple des Lego ABCD, laissez devant les enfants. Et les enfants vont le plus souvent travailler avec eux parce que les parents vont être avec eux. Donc, on ne peut pas leur donner les écrans. Les images ne peuvent pas les aider. Ça nuit d'ailleurs à leur santé. Donc, il est important de trouver des activités qui les amusent, les activités qui les font sortir, les activités qui les font bouger. Le petit sport, faire sortir avec l'enfant, chercher des cerceaux, de petits ça. Les enfants vont monter dedans parce que déjà, moins de 2 ans, quand même, ils commencent à marcher petit à petit. Et il faut essayer de l'amener à faire du sport. Il faut l'amener dans l'environnement. Il faut que l'enfant puisse euh, être accompagnés. Et dans les garderies, dans les maternelles, il y a plusieurs activités qu'on met en place pour les encourager à développer surtout le coloriage. Le coloriage, c'est une activité qui permet aux petits-enfants de distinguer les couleurs. Mais à ce niveau-là, on aura l'opportunité de travailler sur l'impact de la chromatique sur le développement émotionnel et l'intelligence émotionnelle des enfants dans un autre atelier si on a le temps. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, frère Emmanuel, que le Seigneur te bénisse encore une fois. On acclame le Seigneur pour ta vie. Vraiment, merci. Si je peux me permettre, je pourrais dire pour répondre aussi à cette question, un élément de réponse, ben, il y a les jeux de société qu'on avait avant, là, les Scrabble, etc. Les enfants peuvent aussi, avec les parents, on gagne en sociabilité et puis on apprend de nouvelles orthographes, etc. En tout cas, vraiment que Dieu te bénisse. Moi, en tout cas, j'ai été édifié. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Ma résolution déjà d'emblée, c'est que à partir de dimanche prochain, là, moi, je vais ma grosse Bible à l'église. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, pour éviter les distractions des cellulaires. Pendant que tu es sur ta Bible et puis soudainement, ton frère envoie un message, inbox et puis ça te déroute. Non, non, non. À partir de maintenant, comme je faisais avant, je m'en vais avec ma grosse Bible. Donc, si vous me voyez puis vous ne voyez pas la Bible, interpellez-moi, frère David, où est ta grosse Bible? En tout cas, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais vraiment, pour très court instant, laisser la parole à notre responsable, pasteur Kevin, qui est sur la ligne, n'est-ce pas? Donc,
Homme de Dieu, vraiment, on voudrait vous entendre effectivement, donc voilà, avant effectivement donc la conclusion, on aurait vraiment tellement voulu qu'il y ait plus de temps. En tout cas, frère Emmanuel, tu es béni, tu es béni, tu es béni. En tout cas, tu es béni. Amen. Donc, pasteur Kevin, je ne sais pas si vous êtes connecté. Je, je vous cherche. Je ne sais pas si le pasteur est là, s'il m'entend. Euh, Homme de Dieu, donc il nous reste... Hello, hello. Oui, exactement, parfait. Encore On vous gloire à entend. Dieu. Oui, gloire à Dieu, vraiment. Merci, docteur, pour tous ces clés. On sait que c'est que la partie introductive. Merci à chacun de nous pour notre présence. Vraiment, merci pour l'équipe coordination. Non, 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 on est béni. On est béni. Maintenant, c'est de mettre en pratique les quelques éléments que le docteur nous a donnés. Je pense il y aura une suite, hein. Oui, par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup.